Bienvenue à cet atelier, cette table ronde qui s'appelle, dont le thème est Regard croisé sur les travailleurs étrangers temporaires, solutionneurs de pénurie, bénéficiaires de l'expérience canadienne ou victimes d'esclavage moderne. Euh, donc, merci d'être là à cette table ronde qui a été organisée par moi, Blandine Émilien et Catherine Conley. Donc, d'entrée de jeu, je souhaiterais vous présenter les personnes qui vont participer à la table ronde. Comme vous pourrez le constater, ce sont toutes des personnes qui sont expertes. C'est des personnes qui ont une connaissance terrain, également des enjeux qui sont liés aux conditions de travail, conditions d'emploi et de vie des personnes immigrantes embauchées en vertu du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires. Tout d'abord, ma collègue du crime, Blandine Émilien, qui est chargée d'enseignement sur la gestion des ressources humaines et l'avenir du travail à l'École de commerce de l'Université de Bristol. Elle a co-réalisé le documentaire Terre promise, Promised Land, avec Catherine Lemercier. L'excellent documentaire est en ligne sur le site du CRIMT, si ça vous intéresse. Et le documentaire visait à suivre un processus de recrutement de travailleurs mauriciens dans l'industrie de la transformation alimentaire au Québec. En ligne, on a notre collègue Catherine Conley. Catherine Conley, professeure de comportement organisationnel à la De Groot School of Business de l'Université McMaster en Ontario. Elle est l'auteure du livre, excellent livre, Enduring Work, qui présente sa recherche très exhaustive sur le programme canadien des travailleurs étrangers temporaires, autant les travailleurs que les employeurs. Eugénie Despatie-Pelletier. Eugénie est professeure au département de géographie de l'Université Laval. Elle est spécialisée en droit de l'immigration, programme de migration et droits fondamentaux des immigrants et des migrants. Elle est directrice de la recherche de l'Association pour les droits des travailleurs et travailleuses de maisons et de fermes, un organisme dont la mission est de promouvoir le respect des droits des personnes employées sur le lieu de résidence de leur employeur. On a aussi Maître Jean-Philippe Brunet, qui est un avocat spécialisé en immigration d'affaires avec plus de 25 ans d'expérience à titre d'expert en mobilité internationale. Il a exclusivement consacré sa carrière à conseiller des entreprises et des gens d'affaires en matière d'immigration. Il est actuellement associé et directeur de Galileo Partners qu'il a fondé en 2016. Enfin, Mouloud Didir, qui est chargé du dossier des travailleurs migrants temporaires pour le syndicat des métallos, un syndicat qui est présent dans le secteur privé au Québec. Il a coordonné jusqu'en mars 2024 le secteur Vivre ensemble du Centre Justice et Foi. Donc, la table ronde va se dérouler comme suit. J'ai déjà posé 2 questions à nos panélistes. Ils ont pu se préparer. Donc, ils vont avoir 5 minutes pour répondre à la première question. Il y aura par la suite une interaction entre eux. On va y aller avec la deuxième question, la réponse à la deuxième question. Et après ça, après cet exercice-là, on va ouvrir aux questions et commentaires de la salle. Donc, en guise d'introduction, le programme des travailleurs étrangers temporaires. En vertu de ce programme, je veux simplement vous donner les grandes lignes, les grands principes. Les employeurs canadiens peuvent, en l'absence de main-d'œuvre en l'absence de main-d'œuvre qualifiée au pays, embaucher des travailleurs venant de l'étranger sur une base temporaire, c'est-à-dire pour une période définie, s'ils sont en mesure, par le biais d'une étude d'impact sur le marché du travail, de prouver qu'ils sont dans l'incapacité de recruter localement. Ce programme-là chapeaute différents sous-programmes. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers, le programme des aides familiaux résidents et également le volet autres travailleurs étrangers temporaires qui inclut la filière des postes à haut salaire et la filière des postes à bas salaire, ce qui va du poseur de tourbe jusqu'à la directrice financière, ce qui
tout un range, toute une variété de postes. Donc, et aussi, il y a plusieurs autres programmes, évidemment, d'immigration temporaire qui permettent aux personnes migrantes de travailler sur le territoire canadien, le PMI, les demandeurs d'asile, les étudiants peuvent également travailler aussi. Cependant, on a choisi d'examiner plus en profondeur le cas des travailleurs du programme TET, qui a attiré l'attention au cours des dernières années en raison de leur présence grandissante dans le milieu de travail québécois. On parlait en 2023 de près de 60 000, mais aussi en raison de leur situation de vulnérabilité aux abus selon les organisations syndicales, les organisations non gouvernementales, les comités parlementaires, ainsi que même l'Organisation des Nations unies. La question qui a été posée aux panélistes est relativement simple et ouverte et non pas fermée. Bon, on en reparlera tantôt. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le programme des travailleurs étrangers temporaires? Ouais. On va débuter avec Blandine. Vous m'entendez? Ouais, en fait, c'est plus pour... Catherine, can you hear me? Oui. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Patrice, et merci d'être là. Patrice ne m'en veut pas. Je vais faire juste une petite correction par rapport à mon titre. Donc, je suis en fait professeur en gestion des ressources humaines et en avenir du travail. Je le mentionne parce que je voulais quand même souligner que je vais continuer cette recherche. Donc, c'est un poste de recherche et pas que d'enseignement que j'ai à l'Université de Bristol, sans rancune. C'est juste pour que vous puissiez suivre aussi l'évolution de la recherche qui a été faite au Québec. Alors, moi, je me suis intéressée au cas parce qu'on est venu me dire que ça ne fonctionnait pas. Donc, d'entrée, je mets la table. Mais on était venu me dire que ça ne fonctionnait pas, non pas pour des raisons économistes, mais pour des raisons psychosociales. Et alors, je me suis intéressée à un groupe en particulier, puisque ça a été peut-être un échantillon opportuniste d'un point de vue de recherche, mais aussi une facilité d'accès. Donc, au groupe des travailleurs qui arrivaient de l'île Maurice et qui ont été embauchés en petits groupes à la fois dans l'industrie agroalimentaire du Québec. Donc, ils habitent en région, ils travaillent en région. Ils sont rarement à Montréal et ils font partie des communautés de Terrebonne, de Mascouche, de Saint-Hyacinthe, mais aussi de Yamachiche, etc. Alors là, j'ai commencé à regarder les chiffres, mais je vais vous donner les chiffres les plus récents. Je me rends compte que 1,8%, et ça a été des chiffres compilés avec mon collègue Patrice Jalette aussi pour une récente, un travail de publication, 1,8% de la population du Québec en 2023 était représentée par les travailleurs étrangers temporaires ou les travailleurs migrants temporaires. Je vais laisser Mouloud dire parler de ça tantôt. Mais ce qui était alarmant aussi, c'est qu'on a 7545 personnes qui sont à ce titre en 2010 et 59 820 en 2023, donc 8 fois plus. Ça pourrait être un phénomène social tout aussi tranquille, un fait plutôt qu'un fait à juger dans un discernement critique. Mais ce qui nous intéressait, Patrice et moi, dans nos analyses respectives, mais que nous avons combiné aussi dans un travail commun, ce sont deux épithètes. On retourne en classe de grammaire française. Fermé, permis fermé comme adjectif, et temporaire. Je vais laisser étranger à Mouloud. Donc, et peut-être j'aimerais parler justement du terme temporaire pour la première réponse de qu'est-ce qui ne fonctionne pas. A priori, pour l'employé, en fait, temporaire fonctionne parce que lui, il prend temporaire parce qu'on le lui donne, mais après, il se débrouille dans sa tête, je vais me débrouiller pour devenir permanent. Et moi aussi, je l'ai fait en tant que postdoc. Je suis arrivée comme travailleuse temporaire, pas dans les mêmes conditions, mais puis je me suis débrouillée pour obtenir ma résidence permanente. Mais temporaire devient peut-être problématique pour la société et peut-être envié en tout cas, pour un autre acteur, les employeurs. Donc, c'est de ça que je voudrais parler pour commencer et je vais laisser fermer pour plus tard. Donc, pour la société, on assiste dans la démarche du programme de travailleurs étrangers temporaires
pour les travailleurs à bas salaire à une division raciale du travail. Dans mes études pilotes, en marge du film, je me suis rendu compte qu'il était très clair pour les employeurs qu'ils n'allaient pas recruter en France, en Belgique, en Suisse, donc vous entendez bien, d'autres pays francophones, puisque c'était la langue qu'ils allaient rechercher chez ces travailleurs étrangers temporaires qui pouvaient écouter les consignes dans les usines. Ils savaient où ils allaient chercher les travailleurs, notamment dans des pays francophones, mais du Sud. Donc, division raciale du travail. On assiste alors à des syndicats qui, tant bien que mal, essayent de concilier les attentes de la majorité et les attentes des personnes racialisées sur le terrain de travail. Et ce qu'on voit, c'est que les syndicats, ils jonglent, que ce soit sur le plancher, avec des divisions qui s'installent dans la compréhension des uns et des autres, mais aussi avec le fait d'avoir eu à accepter au niveau sectoriel que ça allait être un nouveau phénomène dans le milieu du travail, puisque ils étaient assis dans le contexte de l'agroalimentaire, à la table sectorielle, à la table tripartite, qui a pris la décision de faire venir ces personnes. Je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je voudrais dire simplement que pour les employeurs, cette béquille convenait très bien et que cette béquille, elle n'est pas temporaire, elle commence à devenir permanente. Parfait, c'est exemplaire comme intervention. Il te restait encore 10 secondes. Merci, Blandine. On va y aller maintenant en... Excusez-moi. On va y... C'est le micro-ondes. On va y aller maintenant avec Catherine Conley. Okay, merci beaucoup, Patrice. If it's okay, I'm going to make my comments in English, only because it's such an important topic to me, and I don't want to misstate something. I'll focus my comments more on the research that I've done from the employer's perspective, just to build on some of the really important points that have already been made. So the question was about what are the benefits of the program? And so and the drawbacks, of course. I'll focus my comments a little bit first on what employers like about this program, based on my research. And they get a lot out of this program. It's generally very positively viewed, especially if you're talking to CFIB and other similar organizations. No matter if it's the high wage or the low wage program, it's generally viewed very positively, partly because of the really high caliber of the workers who are brought in. So these workers, even if they are in the lower skill program, they're highly experienced. They're usually much more educated than would be required in their position. And they typically have many years of experience. And so even if they are working in an entry-level position, their human capital level is much beyond this. And so it's an immediate benefit to the employer. And this is paired with extremely low turnover, right? And so because of the closed work permit, these workers, these exceptional workers, are not leaving. And so that alone is an enormous financial advantage to the companies because of the turnover costs. And so especially when the employer is in a high turnover industry, and we see this in hospitality and tourism, and also in food services as an example, turnover costs are significant. And so this is quite the savings. The third thing I'll mention that is advantageous to these employers is the tremendous lack of oversight. And so you may have seen in the Toronto Star recently, one of the government workers who was tasked with overseeing this program leaked some documents to the Toronto Star. I reviewed these documents, and it very clearly indicates that the government workers are not permitted to verify that the company who wants to hire these workers is actually a company. Like even very small details that would be so easy to verify, this is not taking place. And so essentially the employers are able to do, I don't want to say whatever they want, but pretty much whatever they want,
pay not especially high wages, get amazing workers, and these workers will have to stay with them. And so there is a range. Oh, I see the time is limited. I'll just make one last little comment. There is a range in terms of the employers. So some employers use the program as it was intended. The issue, though, is some do not. And these are employers, based on my research, they have a very short-term orientation. They are not doing the necessary strategic planning to develop an internal labor market or a recruitment plan. They do not respect the authority of the government to investigate them or set rules, and they do not acknowledge the harm that is done to the workers. They have very, I would say, racist views about who deserves to have rights in the country, and they would reserve rights to people who were born here or who have had their families for generations here. And they do not believe that the temporary foreign workers should have human rights or employment rights in the country. So I will leave that there just because I'm looking forward to hearing more from the other panelists, and I'm sure we'll discuss a little bit more. So, merci. Parfait. Merci, Catherine. On va y aller maintenant avec Eugénie. Oui. Bonjour, donc donc Eugénie de Paty-Pelletier, je suis directrice donc, de la recherche, mais aussi du projet non-travail non libre pour les migrants à l'Association pour les droits des travailleuses, travailleurs de maison et de ferme. Et la question était une belle question. Qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne dans les programmes de travailleurs migrants temporaires, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça m'a pris quelques temps pour me dire qu'est-ce qui fonctionne encore, mais j'ai trouvé là, ici 2-3 trucs. Je vais les dire à la fin. Allons-y directement pour ce qui ne fonctionne pas avec les programmes de travailleurs étrangers. Après, moi, j'ai j'ai différents biais, mais j'ai aussi un côté historienne du droit de l'immigration. Et c'est peut-être là-dessus que je vais peut-être faire quelques parenthèses durant mon 5 minutes. Donc, les 4 problèmes, selon moi, fondamentaux, c'est évidemment travailleurs non libres, donc la non-liberté des travailleurs. On peut appeler ça conditions de servitude, on peut appeler ça du travail forcé, honnêtement, là, si on ne veut pas tourner autour du pot. Bref, il y a le fait d'être captif en emploi auprès d'un employeur spécifique ou un groupe d'employeurs spécifiques. Ça, c'est un problème. Ensuite, évidemment, très, très peu ont accès à la capacité de venir avec enfants et conjoints. Problème totalement fondamental et important de ces programmes-là. L'autre chose, c'est le fait d'avoir besoin d'un sponsor, d'un employeur sponsor, et donc d'être dans un cadre de processus de recrutement-placement dans lequel il y a beaucoup d'intermédiaires, des représentants d'employeurs qui sont tous axés sur le profit et donc qui créent finalement dans plusieurs cas une question de servitude pour dette en arrivant au pays. Donc, toute la question du sponsorship qui n'est plus gouvernemental comme dans les années 40 et 50, mais qui est sponsorship par l'employeur, un gros problème. Et finalement, le côté temporaire. Le non-accès au statut permanent, encore là, une minorité ont des voies relativement simples d'accès. Donc, 4 problèmes. Dans le temps qui me reste, je voudrais juste revenir sur comment ça se fait que c'est possible tout ça, là, en 2024 au Canada, un programme dans lequel on a du monde qui n'ont pas le droit à la famille, qui n'ont pas le droit d'accès au statut permanent, qui n'ont pas le droit de changer d'employeur et qui sont obligés de s'endetter des fois. C'est des 75 000. Ils arrivent ici là, endettés là, parce que c'est vendu aux enchères, les permis de travail canadiens à l'étranger. Comment c'est possible? Eh bien, en partant, le côté temporaire, le fait que l'on ait des travailleurs déportables, jetables à volonté, c'est depuis les années 1895 environ. C'était beaucoup les employeurs qui faisaient venir les migrants à cette époque-là et en général, c'était pour des causes d'accident de travail. Les invalides qui ne pouvaient plus travailler, on les rechippait en bateau. Puis comme expliquait, en tout cas, il y a différents historiens qui l'expliquent, mais l'État, le Canada, le fédéral, au départ, faisait seulement faciliter les déportations pour les employeurs qui voulaient. Puis en fait, la citation, c'est parce que c'est plus simple à gérer, juste qu'ils disparaissent, ces invalides-là. Mais à partir de 1905, là, ça a été vraiment, là, il y a eu une loi, puis justement, le Canada a pris officiellement sa responsabilité comme déportateur de travailleurs quand, juste avant la Première Guerre mondiale, là, quand on a, c'était toutes les
c'est quand les grèves internationales ont commencé, là, les internationales de syndicalistes, toute la question donc des personnes, des immigrants qui débarquaient et qui refusaient certaines conditions. Et donc, à partir de ce moment-là, le Canada, le fédéral a commencé aussi à déporter là, à la demande des employeurs certains travailleurs. Et finalement, il y avait le droit de déporter dans les 2 premières années de l'arrivée au pays. Puis il y a aussi évidemment toute la question des Chinois. Il y a eu comme différentes lois d'exclusion. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de Chinois à l'époque. Alors, c'était aussi la question des travailleurs indésirables, s'il vous plaît, qu'on peut le plus possible s'en défaire aux besoins. Alors, c'est à partir de ce cadre-là, là, des années 1900 qu'on s'est créé le droit de déporter des travailleurs, que ce soit des travailleurs accidentés ou juste qu'on aime moins parce que peut-être ils sont pas blancs. Et la partie, évidemment, du droit à la famille, ça aussi, c'est entre autres avec les Chinois. À un moment donné, pendant 20 ans, on s'est donné le droit, même pour les résidents permanents puis les citoyens chinois qui n'avaient plus le droit de sponsoriser leurs femmes, leurs enfants de Chine. Donc, ça aussi, on a remis ça en question comme étant un droit pas nécessairement fondamental pour tout le monde. Là. On peut peut-être donner le droit à la famille, mais peut-être ne pas le donner. Alors, pour finir, et puis évidemment, la non-liberté, ça s'est surtout consolidé là, avec, depuis 1955 avec les domestiques jamaïcaines, 66 ensuite avec les hommes jamaïcains, mais le droit, donc le fait d'être captif en emploi et non-accès au statut permanent, mais de façon officielle. Et ça, c'est aujourd'hui encore en 2024, et ça me semble un archaïsme profond là, auquel il faut remédier. Merci, Eugénie. On reviendra pour les bénéfices. Jean-Philippe. Oui. Désolé. Bon. Écoutez, de mon côté, je vais peut-être être un petit peu plus positif. Je pense que dans chaque programme, que ce soit gouvernemental ou autre, ça ne peut pas être juste négatif. Il y a des éléments qui sont positifs. Moi aussi, par ailleurs, j'ai un biais parce que, un, je travaille dans le domaine depuis presque 30 ans, et deux, les programmes auxquels vous faites allusion, qui sont les programmes de bas salaire et de façon plus spécifique, ceux qui vivent avec leurs employeurs ou sur le lieu de l'emploi, sont des programmes avec lesquels je travaille moins, mais qui ne représentent pas la totalité des programmes d'immigration au Canada. Je pense qu'on se doit, à titre de professionnel, de comprendre qu'il y a plus qu'un programme et qu'on ne peut pas jeter, c'est quoi, Patrice, j'utilisais l'expression là, jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci Blandine, merci Patrice. Au niveau des éléments positifs de notre côté, relativement peut-être juste si on fait un petit peu de droit comparatif relativement à d'autres pays sur la planète. On a des programmes d'immigration qui sont ouverts à l'année. Donc, contrairement à d'autres pays où il y a des saisons, à ce moment-là, ben justement, les travailleurs doivent, entre guillemets, se précipiter à l'intérieur d'un entonnoir qui est tout à fait indésirable. Le Canada a des programmes d'immigration qui sont ouverts à l'année. On a également des programmes d'immigration qui, si on regarde les autres programmes de bas salaire, non pas ceux qu'on a approchés tantôt, et les postes de haut salaire, qui sont principalement ce que je fais dans la vie, c'est des programmes où on écoute, les gouvernements écoutent les entreprises, écoutent le marché du travail de façon principale. En m'en venant ici, là, Patrice, je te le disais, quand j'écoutais Radio-Canada, il y avait une très belle entrevue avec, je pense, le président de Tremcar, qui est un manufacturier de camions-citernes. Donc, ils ont besoin beaucoup de soudeurs. Je vous invite à aller écouter la réalité d'un entrepreneur québécois. Je n'ai pas entendu à son entrevue, en tout cas, je n'ai pas vu que c'était quelqu'un qui voulait obligatoirement abuser de travailleurs. Au contraire, il parlait de ses travailleurs étrangers temporaires avec un positivisme et un amour, quant à moi, très important. Le gouvernement du Québec sort à chaque année des statistiques salariales qui sont censées être respectées. Encore une fois, si les différents intervenants ne sont pas d'accord avec les statistiques émises par le gouvernement du Québec, mais il faut s'unir, tout le monde, tous les intervenants, tous les stakeholders, pour s'assurer que les salaires offerts aux travailleurs qu'on va chercher à l'étranger sont à la hauteur. Il faut aussi penser au fait que plusieurs entreprises qui vont chercher des travailleurs étrangers à l'étranger veulent garder leurs opérations au Québec, au Canada, ce qui fait en sorte que
la plupart des entreprises au Québec, au Canada, qui sont entre autres dans le domaine manufacturier, vont souvent exporter énormément. Il faut penser à la part économique, la part de capital qui revient au Canada, faisant ensuite à des ventes à l'étranger. Ceci étant dit, des négatifs, parce qu'effectivement, il n'y a pas juste du positif. Effectivement, d'abord avant tout, disons les choses comme elles sont, les gouvernements à l'heure actuelle changent les programmes d'immigration comme ils changent de culotte. À tous les jours, ça change et il n'y a pratiquement pas d'avis. Dans un deuxième temps, on a un processus qui est immensément lent. Donc, quand on a des besoins qui sont présents et c'est important de nous assurer que les processus répondent aux besoins. Dans un autre temps, je suis tout à fait d'accord. Le permis de travail fermé est un permis de travail qui, dans plusieurs cas, quand les gens sont heureux, on s'entend bien, puis ça ne fait pas grande différence. Serait-il possible pour le gouvernement de permettre que ça soit permis? On peut être d'accord sur le fait qu'on veut assurer une meilleure mobilité. Le processus pour s'y rendre, si je regarde par exemple aux États-Unis, il existe un type de permis de travail que dès que tu trouves un autre employeur, tu déposes la demande et la minute que c'est déposé, tu peux commencer à travailler chez le nouvel employeur. C'est ce qu'on appelle la portability. Donc, à ce moment-là, si on regarde nous-mêmes, à titre de professionnel, demain matin, vous quittez votre job, pas juste claquer la porte. C'est impossible. Les lois, les normes du travail requièrent qu'on donne un préavis. Bien, donc, si on regarde un programme dans lequel, effectivement, la portabilité est trop longue, c'est une catastrophe. Mais est-ce qu'on pourrait se parler du fait qu'on pourrait avoir quelque chose de in between? Sinon, il y a des inspections. Les inspections sont toutes sauf parfaites. Il faudrait craquer les inspections, mais surtout les conséquences des inspections. Parce qu'effectivement, à titre d'employeur, je finis tout de suite, à titre d'employeur, on peut se faire inspecter quand on a des travailleurs étrangers temporaires. Le problème, c'est que ces inspections-là, dans certains cas, trust me, c'est incroyable. On vide pratiquement chacun des tiroirs, mais dans plusieurs autres cas, il n'y a pratiquement aucune conséquence. S'il y avait des conséquences réelles, bien, je pense qu'il y aurait possiblement moins d'abus. Merci. Merci, Jean-Philippe. Wood? Alors, merci beaucoup. Donc, moi, on me demande d'intervenir et j'interviens ici à titre de représentant d'une organisation syndicale. Donc, je n'interviens pas à mon nom personnel. Donc, je représente les métallos. Nous sommes une organisation syndicale présente dans plus de 600 milieux d'activités différents dans le secteur privé québécois. On est donc assez bien placé pour voir un peu les tendances lourdes du marché du travail au Québec. Mon rôle donc va consister surtout à vous partager mes réflexions qui sont issues de quelques observations que j'ai pu faire cet été sur le terrain en allant sur les lieux de travail. Peut-être dans un premier temps pour répondre à la question, pour l'élargir ou peut-être pour amener des éléments de débat qui sont un peu des miens mais un peu de ce que j'observe. Revenons d'abord à l'objectif officiel assigné au PTET. Objectif officiel, sa raison d'être, quand on le prend au mot, c'est de répondre à des besoins de main-d'œuvre pour le marché du travail. Bien entendu, là, on peut ouvrir toute une réflexion sur cette pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il s'agira de voir s'il y a pénurie de main-d'œuvre ou pénurie de bonnes conditions de travail et de bonnes conditions salariales? C'est déjà un premier élément qu'on peut jeter dans le débat. Quoi qu'il en soit, le syndicat des métallos, il s'est déjà exprimé quant à l'utilité relative du PTET, donc notamment pour plusieurs entreprises en région, bien entendu, qui ne trouvent pas de personnel nécessaire pour fonctionner. Donc, on reconnaît que ce défi est concret. Mais la position du syndicat des métallos, c'est pour ça que je la partage et c'est pour ça que j'accepte de travailler pour eux, c'est qu'elle a toujours consisté à dire dans le même élan que ce type de programme ne doit pas être un modèle d'affaires, ne doit pas être une fast track et elle ne doit pas en tout cas permettre de consacrer de facto, en plus de jure, mais de facto également, l'existence de catégories différenciées de travailleurs. Si donc la pénurie existe, à notre avis, le Québec doit absolument recruter en priorité ces travailleurs parce qu'ils viennent souvent combler des besoins qui sont permanents. Donc, on devrait normalement ouvrir les canaux pour la résidence permanente. Donc, pas de travailleurs temporaires pour des besoins permanents.
très simple, c'est ça la position des métallos, et elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, il faut mettre fin à cette précarité. C'est le terme et le concept le plus fondamental et c'est l'élément saillant, c'est le principe directeur, si vous voulez, de notre position et de notre regard sur ce programme-là. C'est la question de la lutte à la précarité qui est donc causée par le statut d'immigration et la dimension temporaire reliée donc à la dimension statutaire qui est souvent, si vous voulez, soumise au bon vouloir patronal pour le renouvellement des permis, mais là, je défonce des portes ouvertes. Donc, le statut temporaire qui empêche, en tout cas, l'exercice de droits fondamentaux, comme ceux de vivre avec leurs proches. Mais au cours des dernières années, on observe aussi qu'il y a une tendance lourde, il y a un tournant majeur qui s'observe. On a rapidement constaté d'abord l'augmentation du nombre d'entreprises qui avaient recours aux travailleurs migrants temporaires, mais aussi la proportion de ces migrants dans un même secteur d'activité, que ce soit dans les secteurs donc manufacturiers, de la transformation alimentaire, l'hôtellerie et les soins. Donc, les métallos ont une position là-dessus pour dire qu'on ne doit pas recourir à ces travailleurs de façon illimitée dans des secteurs d'activité. Alors qu'au début, on considérait le PTT comme une réalité marginale, on compte aujourd'hui énormément de milieux de travail, donc où une part importante prévaut. Mais quand on analyse de près, on voit bien que sur le plan migratoire, et là je vais faire un petit peu d'analyse qui va intéresser les gens en relations industrielles, on voit bien que l'État tend à redéfinir l'action publique pour subordonner justement l'immigration internationale aux objectifs économiques des entreprises, ce qui a, vous le savez sans doute, pour effet d'affranchir ces dernières des coûts en termes de protection sociale, de santé et sécurité du travail, de retraite et de toutes sortes d'avantages socio-économiques auxquels donc ont accès les salariés résidents, quitte donc à abandonner beaucoup de responsabilités premières en matière d'accès aux droits fondamentaux. Je dirais une chose et je vais conclure là-dessus ma première intervention, c'est que dans le modèle migratoire actuel, il ressort une tendance qui montre qu'il ne s'agit pas seulement de répondre à une demande existante en matière de besoin de main-d'œuvre, mais qu'on peut aussi observer une tendance à la restructuration de l'offre de travail et à la flexibilisation du travail, mais aussi à la mise en concurrence des pays fournisseurs. Donc, il y a une division internationale du travail dans laquelle tout ça s'inscrit. Il y a aussi une mise en concurrence des pays d'origine des travailleurs. Donc, il y a une dimension géopolitique nord-sud. Trois grandes logiques se dégagent, à mon avis, de mes observations sur le terrain, et je les analyse en lien avec la logique du fond du modèle migratoire que j'observe, que je viens de décrire. Les trois logiques, je les balance très rapidement, on y reviendra dans l'échange. Il s'agit surtout de la circularité de la mobilité sous la forme temporaire des catégories moins qualifiées, de la sélection et d'une volonté de rétention des qualifiés, et du recours varié, ponctuel, différencié aux sans-papiers. Donc, c'est ce que j'appellerais dans les suites des travaux de Sandro Mezzadra, une forme d'inclusion différentielle. Je dirais, je termine là-dessus, il y a une logique de fond dans le modèle migratoire canadien actuel, la multiplication des programmes, la multiplication des voies d'entrée et la division des statuts, c'est la logique de fond des politiques migratoires actuelles. Et quand on analyse ça à l'aune de la multiplication des programmes et de la division des statuts, on voit que ce sont des frontières également statutaires, pourvu qu'on n'analyse pas la frontière seulement au sens physique, mais aussi comme des seuils mouvants qui hiérarchisent la citoyenneté et l'accès aux droits. Parfait. Merci, Mouloud. Mais merci. Alors, tout le monde a respecté la commande. Si vous voulez, vous pouvez intervenir à ce moment-ci. Catherine également, sur ce qui a été dit. On a relevé un certain nombre de problèmes. Hein. C'est souvent les problèmes qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on pense à ce programme-là, mais également un certain nombre d'avantages. Ça répond à un certain nombre de besoins. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir sur des interventions ou peut-être qu'on pourrait prendre... Ah, Eugénie? Chose sur laquelle je devrais peut-être retourner. Souvent, justement, quand on parle des critiques par rapport au programme, tout le monde pense qu'on fait référence spécifiquement aux peu spécialisés ou à bas salaire. D'ailleurs, nous, à l'association, ben, il y en a peut-être qui le savent déjà, là, on est en cours contre le Canada, donc pour contester la constitutionnalité des permis de travail liés à l'employeur.
Et on ne le fait pas uniquement pour les travailleuses de maison et ou de ferme, mais vraiment pour l'ensemble de tous les travailleurs migrants, y compris les très qualifiés et les très hauts salaires. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que la thématique là, de l'atelier aujourd'hui, de la table ronde, c'était victimes d'esclavage moderne. Alors, et même le rapporteur qui a fait son rapport sur le Canada récemment, ce qui, je pense, est important de retenir dans tout ça, c'est que dans le cas des bas salaires et des peu spécialisés, oui, on parle d'un très haut risque d'aboutir dans des conditions similaires à l'esclavage moderne. Dans le cas des hauts salaires et des hauts qualifiés, en tous les cas, ça reste une croissance de la vulnérabilité aux abus. Alors là, aux abus et aux violations de droits du travail, de droits du contrat de travail, et c'est en ce sens-là que les différents types de travailleurs vont être touchés différemment. Je parlais avec une postdoc de Roumanie qui travaillait pour un professeur de l'Université de Montréal. Elle, c'est pas qu'elle n'était pas payée ou que c'était qu'elle était traitée par toute son équipe, qui étaient des gars comme la secrétaire de service. Elle devait faire les choses plus de secrétariat, elle leur apporter du café. Alors, est-ce qu'elle aurait pu vouloir changer d'employeur? Oui. S'était endettée pour venir ici. Alors, mais on parle d'une personne très qualifiée, là, avec un salaire décent. Alors, la question, c'est pas toujours est-ce qu'elle était dans une condition d'esclavage. Non, ils ne sont pas tous des victimes d'esclavage moderne. Et c'est ça que le rapporteur, je pense, a été très clair. C'est une question de risque élevé d'aboutir dans les conditions, mais dans le cas des hauts salaires, hauts qualifiés, c'est un obstacle à l'exercice des droits, y compris des droits, oui, associés à un contrat de travail de haut salaire. Donc, c'était juste pour dire, c'est ça, y compris au salaire. Oui, C'est génial. effectivement. Moi, de mon côté, bizarrement, ça fait 29 ans, donc je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un doctorant. Humblement, j'ai qu'un baccalauréat en droit. Sauf que ça fait quand même 29 ans que je travaille avec des travailleurs étrangers temporaires. Et bien qu'effectivement, on a vu des situations qui étaient désolantes, moi, j'ai pourtant des belles histoires, des très belles histoires. On en a parlé dans le cadre de notre rencontre Teams la semaine passée. Je ne suis pas en train de dire que le système est parfait. Pour revenir à ce que tu disais tantôt, si justement les inspections avaient plus de mordants, je pense que s'il y a une façon facile pour les gouvernements, est-ce qu'il y a un manque de volonté? Est-ce que d'agir à titre de police, c'est pas possible? La seule chose que j'espère que vous compreniez via notre panel d'aujourd'hui, c'est que le programme n'est peut-être pas parfait, mais ce n'est pas parce qu'un programme n'est pas parfait qu'on le jette au complet. Je pense qu'il est important qu'on en discute. Je pense que c'est important d'avoir toutes les visions. Dernier petit élément, Blandine, je te transfère par la suite. Dans les programmes que j'applique principalement, la famille vient. L'exemple que je te donnais de, écoutez, quand j'ai commencé à pratiquer, la Colombie, ce n'était pas un pays où il faisait bon vivre. Je me rappellerai toujours, si vous permettez, le minuscule exemple, on a engagé un spécialiste dans le domaine chimique qui venait faire de la pellicule plastique au Canada. Une très belle position, genre manager d'entrée de niveau. Puis il déménageait dans la région de Toronto. Lui, quand il quittait sa maison le matin, il quittait avec 2 voitures blindées d'un stationnement souterrain en Colombie. Une voiture blindée allait porter les enfants à l'école et l'autre voiture blindée l'amenait à son boulot. Il arrive à Montréal, il me dit après une semaine, sa fille qui avait à ce moment-là 14-15 ans s'en va au shopping mall, pas loin de la maison. Quand il arrive à la maison, sa fille n'était pas là. Il demande à son épouse, elle est où? Elle est au shopping mall. Il dit, je me rappellerai toujours, il dit, my heart sank. Parce que sa réalité à lui, c'est que c'était impossible de faire ça. Donc, j'aimerais juste vous laisser là-dessus à l'effet que oui, il y a des histoires qui sont horribles. Puis on ne peut pas, à titre de Canadien, permettre ça. Il y a des belles histoires aussi, des très belles. Merci, Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Et c'est vraiment sans rancune, c'est pour poursuivre sur le débat, mais je me dis que s'il y a de belles histoires comme ça, cela n'empêche pas un permis ouvert. La même belle histoire peut se vivre avec un permis ouvert. Pas de souci. Je réitère justement mon point de vue à titre de professeur en gestion des ressources humaines.
que bien souvent, Alzola, par exemple, de 2018, nous dira que l'aspect moral n'apparaît pas souvent dans la gestion des ressources humaines qu'on enseigne. Et qu'on aura beau parler de travail décent dans des revues scientifiques en parlant de gestion de ressources humaines, c'est toujours l'efficacité et la rentabilité ou les objectifs économiques qui vont primer dans la perspective. Et je soutiens aujourd'hui, à titre de chercheuse critique, que le problème, c'est là le bas qui blesse. C'est-à-dire que je vais faire un peu comme Isabelle Ferreira, qui était une de nos panélistes à la première plénière, qui a utilisé une analogie. Je vais faire de même. Je considère le PTET comme un beau citron. Parce que le citron est un fruit qui continue de mûrir dans le panier à fruits. Ce qui fait que, bon, je ne suis pas biologiste, mais que ça dégage une espèce d'hormone en forme de gaz qui s'appelle l'éthylène, j'ai trouvé, et qui, en fait, noircit tous les autres fruits et qui fait gâter tous les autres fruits. Donc, c'est pour ça que vos bananes se noircissent dans votre panier à fruits. Aujourd'hui, je considère le permis fermé, bien que le permis fermé pour les travailleurs à haut salaire, comme ce citron. C'est une contrainte qui se digère très bien quand tout va bien. Sauf que, d'un point de vue moral, ce citron ne permet pas une réflexion poussée pour les travailleurs à bas salaire. Et c'est là mon problème à titre de chercheuse dans ce domaine aujourd'hui. Merci, Blandine. Mouloud? Je ne sais pas vraiment quoi réajouter, mais deux choses. Tout à l'heure, Blandine me tendait la perche pour que j'explique pourquoi j'utilise, j'essaie de le faire chez les métallos, de recourir davantage à la notion de travailleur migrant temporaire et non pas celle de travailleur étranger temporaire. Bon, on ne fera pas d'épistémologie là, mais de façon très simple, c'est pour ne pas naturaliser la notion, ne pas normaliser la notion d'étrangèreté. D'une part, parce que sinon, on accepte l'idée qu'ils ne sont là que de façon temporaire. Donc, l'un des principes directeurs des politiques de l'OIM et de l'OCDE, c'est le caractère circulaire et mobile. C'est au cœur de la rationalité de ces programmes. Donc, j'essaye d'interroger cette dimension de l'étrangèreté, mais aussi parce que si on normalise le statut d'étranger, ou en tout cas si on le réifie dans le langage, on accepte implicitement un traitement différencié, ou en tout cas, il y a un appel de pied pour quelque chose comme ça, ou en tout cas, on ne se prémunit pas suffisamment. L'autre chose que je voulais dire, c'est tout simplement depuis 2006, et là, il y a les travaux d'Hélène Pellerin qui documentent tout ça, c'est que moi, je pense qu'au Canada, on n'est pas dans un régime d'immigration. Il y a un tournant pour la mobilité, et le concept fort qui caractérise les grandes orientations canadiennes, c'est justement le tournant pour la mobilité. Or, justement, dans ce tournant pour la mobilité, il y a un principe d'équilibre qui a toujours prévalu dans les politiques migratoires canadiennes, c'est l'idée que tout migrant est un futur résident temporaire de façon presque automatique et, par voie de conséquence, un citoyen. Bon, une citoyenneté qu'il peut perdre, malheureusement, parce qu'elle est révocable pour les étrangers s'ils commettent un crime et tout ça. Bon, mais quoi qu'il en soit, donc ce principe d'équilibre qui fait que tout migrant est un futur citoyen, ce n'est plus au cœur du processus actuel, alors que ça l'a été, grosso modo, jusqu'au milieu des années 2000, même si, par ailleurs, au moment où ça existait, ce principe d'équilibre, c'était quand même, ça restait toujours des politiques axées sur les besoins économiques et non pas sur les droits fondamentaux des personnes. L'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que dire travailleur migrant temporaire au lieu de travailleur étranger, ça ne suffit pas. Il faudrait peut-être même parler de travail migrant temporaire pour dire que malheureusement, dans le cas de la façon qu'on aborde ces questions-là, on s'intéresse très souvent on importe des travailleurs, mais on ne veut pas importer une relation de travail. Donc, c'est comme si on importait le travail sans le travailleur. Donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'il y a la situation personnelle des travailleurs, mais il y a la relation de travail qu'il faut être capable également de nommer. Et je pense que c'est ça. Et ce n'est pas juste une question sémantique, c'est au cœur d'une vision de fond sur ces questions-là. Merci, Mouloud. Catherine, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à ce stade-ci? Oui, seulement pour retourner un peu à quelque chose qu'on avait dit avant, Jean-Philippe en particulier. When we are trying to balance the good and the bad from this program, I just think it's so important to keep in mind that we don't necessarily measure or understand or appreciate the full scope of the mistreatment that the workers are going through, because many of the workers are very afraid to report anything because they are worried about what the consequences will be for them. And then at the same time, the government oversight of this program is very limited.
And when I spoke to one of the investigators or the auditors for this program, they were telling me that companies routinely would just say they just could not provide any information or answer any questions. And then they would receive a very small fine instead of the very large fine that they should have received for example, not paying anybody or not giving holiday pay or overtime pay or something like that. So I appreciate that there are some positive stories that arise from people who have used the program and from companies that have used the program as intended. But I don't want to lose sight of the fact that there are many workers whose experiences are just so negative, but we will never know. We just only see the very tip of the iceberg. Merci, Catherine. On va passer maintenant à la deuxième question que j'ai adressée à mes invités. Et ici, c'est bon pour profiter de tout l'éventail de leur expertise. Je leur ai posé, et c'est peut-être la question que vous vous posez également, comment on peut corriger, hein, quelles sont les solutions, comment on peut corriger ce qui ne fonctionne pas dans le programme et comment on peut garder justement ce qui fonctionne, garder le bébé sans jeter l'eau du bain, enfin bref. Donc voilà. Nettoyer l'eau dans le bain. Ben, enfin. Là, cette fois-ci, on va y aller par ordre inverse. Mouloud, si tu veux Oui, bon, bien alors, commencer cette deuxième. alors, sur cette question-là, moi, je vais maintenir la position que défend la Fédération des travailleurs du Québec sur cette question-là, qui a fait l'objet du plaidoyer cette semaine, notamment auprès des députés. C'est des mesures transitoires, donc qu'il faudrait, à notre avis, mettre de l'avant, notamment donc. Bien entendu, il y a la question de l'abolition des permis fermés, des mesures transitoires et les moins discriminatoires possibles pour l'accès à la résidence permanente. Donc, c'est d'ouvrir ces canaux-là de façon à ce que ça ne favorise pas seulement les plus qualifiés. Donc, il y a toutes sortes de dispositions qui sont à la portée du gouvernement du Québec, en vertu notamment du programme spécialisé, du programme de sélection des travailleurs qualifiés. Il y a un document qui a été très bien préparé par l'équipe qui se charge de ces questions-là au sein de la centrale, qui est très bien fait. Je pense qu'il regroupe un éventail de positions qui rejoignent celles d'organisations de la société civile au Québec qui sont importantes. Donc, des voies, des canaux vers la résidence permanente, notamment pour ceux qui sont sur le territoire, pas seulement les travailleurs temporaires, mais également d'autres catégories de résidents temporaires qui sont à statut précaire, parce que dans la grande constellation des résidents temporaires, il n'y a pas que les travailleurs qui viennent plus classiquement du PTET, il y a ceux qui sont des touristes, il y a ceux qui sont des étudiants internationaux, même si je ne veux pas attribuer une position à la FTQ sur la question des étudiants internationaux, parce que ça reste une question qu'il faudra discuter. Mais quoi qu'il en soit, une voie d'accès vers la résidence permanente de façon moins discriminatoire, pas seulement pour les qualifiés, et bien entendu, un débat dont vous entendrez dans les prochaines semaines, celui qui est porté par la Coalition pour la régularisation et la justice migrante. Concept d'ailleurs qui est intéressant, qu'il faudrait s'approprier, la notion de justice migrante, peut-être qu'on y reviendra dans l'échange, pour les personnes qui sont ici sans statut, d'une façon aussi large que possible. C'est peut-être un vieux pieux dans le contexte actuel que de parler de grande régularisation. Il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Ça s'est fait ailleurs. Les régularisations, c'est pas la panacée, c'est pas le fin mot de la citoyenneté. Mais quoi qu'il en soit, ce sont les revendications auxquelles j'adhère, qui sont portées par, je pense, de façon intersyndicale même. Voilà, ce sont ceux-là que j'ai envie de faire connaître, mais je reviendrai peut-être tout à l'heure dans la période d'échange apporter plus d'éléments. Merci. Merci. Parler dans le micro pour que les gens sur Zoom puissent entendre. Parlez pas aussi, on m'indique à l'arrière que dans le genre entendre les propos. Parfait. Merci. Merci. Bon. Jean-Philippe. Oui. Pour rebondir sur ce que Mouloud disait, l'accessibilité à la résidence permanente. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme qui va être en force à compter du mois de novembre, qui prévoit 4 nouvelles catégories de sélection de travailleurs étrangers temporaires, incluant une catégorie spécifique pour les travailleurs manuels. À l'intérieur de cette catégorie, le gouvernement du Québec a également réduit de façon substantielle les exigences de connaissance de la langue française afin de permettre à des travailleurs de moins haut salaire ou moins qualifiés de pouvoir accéder à la résidence. Oui, effectivement. Mais quoique, comme on l'a vu tantôt de la part de Catherine, on peut avoir des gens qui sont très qualifiés, mais qui sont dans des postes plus hauts que leur qualification.
Dans un deuxième temps, les étudiants internationaux, ben, puis ça, c'est non seulement applicable au Québec, mais la majorité des programmes provinciaux, ce qu'on appelle les nominee programs dans les autres provinces canadiennes, sans rentrer dans un débat constitutionnel, le Québec a une bonne portion des responsabilités constitutionnelles d'immigration, qui est un droit en vertu de notre Constitution qui appartient au gouvernement fédéral, alors que les provinces ont, dans le fond, tout simplement la possibilité de pouvoir pointer ce qu'ils veulent. Les autres provinces aussi ont des programmes qui visent à adresser, à permettre la résidence permanente pour ces gens-là. Les étudiants internationaux aussi ont des couloirs spécifiques relatifs à l'obtention de la résidence permanente. Qu'on regarde ici au Québec, le programme de l'expérience québécoise pour les étudiants gradués du Québec. À l'heure actuelle, sans prendre position, ce programme-là requiert par contre des niveaux de français très, très, très élevés. Sinon, il est clair qu'au niveau des solutions possibles, comme je le disais tantôt, puis bon, je pense qu'on peut avoir un débat sain, en n'étant peut-être pas d'accord sur tout. La possibilité d'avoir un permis de travail fermé versus un permis de travail qui est changeable comme ça, quant à moi, c'est une bonne chose. Ceux qui sont en précarité, par exemple, ceux qui sont mis à pied parce que malheureusement l'économie va moins bien qu'elle va à l'heure actuelle, ça serait immensément facile pour le gouvernement de permettre carrément la minute qu'on reçoit notre relevé d'emploi, il y a un code qu'on appellera le code 36. Puis le code 36, tu t'en vas à un bureau des services d'immigration, puis tu obtiens un permis de travail valide pour 6 mois, 1 an, peu importe, à discuter, qui permettrait une transition. Comme je disais tantôt, à titre de professionnel, on ne peut pas sacrer notre job là. Je m'excuse, je suis franc quand je parle. On ne peut pas sacrer notre job là. Donc, on a à un certain moment donné une certaine retenue, on a une certaine menotte envers l'employeur qui nous paye. Dans la mesure où on a un permis de travail fermé qui permettrait ce changement-là, puis les gens qui sont en permis de travail fermé, qui perdent leur emploi, qui auraient possiblement donc ce code-là sur le relevé de fin d'emploi, ça pourrait régler bien des problèmes en permettant au programme d'évoluer doucement, mais sans jeter la baraque à terre. Sinon, puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Puis Catherine, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des histoires d'horreur, là, by the way. I'm totally aware of that. Absolutely 100%. Mais si justement les inspecteurs avaient plus de cran, moi j'ai vu des histoires d'horreur. Mais justement, ils m'appellent, puis moi je leur dis, effectivement, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Puis effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Catherine, il y a des amendes de 5 000 $. Mais si on n'a pas payé 100 000 $ de salaire, it's a drop in the bucket. Put a few of them in jail. Put a few of them in jail. Oh, tout à coup, il va y avoir des choses, des gros changements. Donc, c'est certain que demain matin, la police applique à temps partiel le fait you can gun down your neighbor, puis une fois sur 10 à peu près, tu vas te faire pogner. Il y aurait beaucoup plus de crimes au Québec qu'au Canada. On a un système qui est légiféré et qui applique des lois. On a des inspecteurs qui ne sont pas capables de l'appliquer. Puis Catherine, je suis 100% d'accord avec toi. Le but, entre autres, donc dans les solutions possibles, c'est d'avoir des inspecteurs qui ont du mordant. Plus de mordant, beaucoup plus de mordant. Et puis, oui, c'est à peu près ça. Catherine. C'était Eugénie. Excuse-moi. Donc, oui, 5 minutes, c'est un petit marathon. Alors, qu'est-ce que ça prend, solution? Ben, oui, des permis automatiques pour conjoints et enfants, ça c'est le minimum. Ça prend aussi la fin. Oui. Genre, tu débarques, c'est sûr que tu dois pouvoir venir automatiquement si tu veux avec la famille. Ça, je ne vais même pas passer, mais c'est les 3 autres morceaux, c'est-à-dire le sponsorship par l'employeur, c'est un problème à la base. Il ne faut plus que les employeurs soient en mesure de mettre une scène sur des êtres humains, puis de dire après, oui, mais j'ai investi, là, tu es en train de me voler mon travailleur. Donc, la partie, c'est il faut absolument que ça redevienne le Québec qui sponsorise 20 000 plombiers, ben, que le Québec aille se chercher dans le monde 20 000, ou que le Canada aille chercher 50 000 IT guys ou women à travers le monde, ben, que ce soit le Canada et le Québec, ou que le gouvernement redevienne des sponsors de familles migrantes s'ils en ont besoin, et y compris toute la question des programmes de microcrédit. Alors,
si on ne veut pas tout payer pour eux, tout le processus migratoire, mais qu'on donne au moins un accès à du crédit qui soit pas auprès d'employeurs ou d'agents privés. Mais juste rapidement, donc la question de la non-liberté, donc oui, permis de travail ouvert, spécifiquement pas permis de travail sectoriel ou régional, comme il y en a en Israël ou en Angleterre. À la place, c'est vraiment blanc, bonnet blanc avec le fait, au lieu d'être lié à un employeur ou un groupe d'employeurs, on est lié à une agence de placement. Mais de toute façon, on est pris après ça à se faire imposer ce qui est profitable pour l'agence de placement, puis y compris au niveau du blacklisting. Ça ne fonctionne pas là, en termes là, de négociation, de respect des droits et d'amélioration des conditions. Puis la dernière affaire, l'accès au statut permanent, c'est là où je vais peut-être créer quelque chose de controversé là, dans ce que je vais affirmer, mais j'ai le goût de sortir mes chiffres de StatCan. En fait, le monde qui a accès au statut permanent puis qui débarque au Canada avec le statut permanent, le tiers sont plus au Canada 5 ans plus tard. OK? On n'est plus dans les années genre 20, dans les années 30, dans les années 40 où le monde débarquait après un mois en bateau puis était ici pour toujours. Maintenant, l'accès à la citoyenneté, c'est moins de 50 des gens qui ont le statut permanent. Là. Alors, on est complètement dans un autre paradigme. L'accès au statut permanent, ça ne veut pas dire l'établissement permanent et la citoyenneté nécessairement. Ça veut dire ça la moitié du temps. L'autre moitié du temps, l'accès au statut permanent, ça veut juste dire avoir accès à la justice finalement puis à l'exercice des droits au pays. Et peut-être la possibilité de retourner voir sa famille de temps en temps, puis de ne pas tout perdre quand on quitte le pays. Alors vraiment, je pense qu'il faut repenser complètement la question de l'accès au statut permanent. Et ce que je veux dire, c'est que là, tout le monde en parle comme si c'était normal, des programmes ici et là, comme si c'était une option, un privilège. Et en fait, moi, c'est comme ma position, mais je pense, je ne suis pas la seule à la partager, c'est que c'est une question de droit fondamental d'accès à la justice. Après ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on comprend que de temps en temps, ça prenait la personne avant-hier. Fait qu'OK, on n'attend pas un an qu'elle débarque avec son statut permanent. On l'a fait venir avec un permis de travail ouvert. Mais le jour où tu es au Canada, que tu débarques, le premier orteil, automatiquement, ça prend un accès au statut permanent. Et c'est là où je pense qu'il faut complètement repenser ce que ça implique, ce que ça veut dire. Et en fait, ce que ça va même promouvoir peut-être la circularité. T'sais, plus de monde avec le statut permanent, ben oui, ça va peut-être vouloir dire qu'il y en a qui débarquent plus souvent puis qui s'en vont plus souvent. Exact, exact. Alors, tu sais, je pense qu'il est temps qu'on... Ben exactement. Alors, je pense qu'il est temps qu'on reconnaisse que ce n'est pas une question de privilège ou est-ce qu'il y en a une couple qui devrait réussir après 1000 conditions. Si tu as fait 12 mois, si tu n'es pas malade, je veux dire, c'est littéralement à la fin qui réussit à passer à travers toutes ces histoires-là de blocage. Si tu es dans telle occupation, si tu es dans tel secteur, si tu es dans telle région, mais voyons non. Non, quand il débarque ici, tout le monde devrait y avoir accès. Un seul programme pour tous les travailleurs, au lieu des 50 000 programmes accessibles à travers le Canada actuellement. Et oui, comprendre que, juste pour terminer, l'accès à la justice là, pour les travailleurs migrants, c'est pas juste des droits fondamentaux pour l'individu, c'est parce que nous, on a une industrie croissante, oui, de l'immigration, mais aussi des employeurs de tous les secteurs, dans toutes les occupations, qui sont dans un contexte d'impunité. On a des travailleurs captifs qui ne sont pas capables de parler ou qui sont très rarement capables d'exercer leurs droits et d'aller en justice pour avoir réparation en cas de violation. Et ça fait quoi? Ça fait que l'État du droit au Canada n'est pas capable de s'appliquer. Les lois ne sont pas capables de s'appliquer correctement. Alors, je pense que s'il faut aller vraiment plus loin et dire, est-ce qu'on devrait leur donner le droit au statut permanent? Hey, on devrait se poser la question, est-ce qu'on veut comme société une croissance de l'économie qui est en deçà de l'applicabilité du droit. T'sais. Alors, il tente, selon moi, de vraiment de rechanger le paradigme, puis de demander des programmes compatibles avec les droits humains. Ça inclut l'accès à l'arrivée au statut permanent. Merci, Eugénie. Catherine? Mute, sorry. So to me, the biggest change with the greatest impact would be to harmonize the temporary foreign worker program with the other programs that we have in Canada. So for example, the IMP program or the situation for international students or permanent residents or citizens. And so that would be to eliminate this idea of a closed work permit, because it's this tie that people have that forces them to stay at a company even when they know things are going bad or are about to go badly,
they are stuck and they endure, and they cannot do what everybody else would do when they have a bad job, and that's to vote with their feet, to just quit, move, get out of there to somewhere safer and find a job across the street for someone else, right? So sometimes people suggest, well, we have this new system where if someone has proven that they've been mistreated, then they are allowed to have an open work permit. But the issue there is that to prove this, that someone has been mistreated, that works much better for only some types of mistreatment. So for example, if you have pay stubs or you have documents and many witnesses, and you can demonstrate that this mistreatment has happened, then there's a possibility that you might get an open work permit. But if it's harassment, if it's psychological abuse, if it's sexual harassment, this is very difficult to prove. And so again, we see further discrimination where some workers have to endure even more than others in a way that really doesn't serve society's interest. There's also been some suggestions sometimes that we should switch to sector permits. And so that would mean that if you are hired, say, as an IT worker or a food services chef or something like that, then you could find another job, but in that industry. And the thing is, the distinctions sometimes between these jobs are difficult to prove. There are often many transferable skills. And part of capitalism is the free movement of labor. And so for our economy to function at its best, we should be allowing people to move as needed. And when they move as needed, wages are set at an appropriate level and people's working conditions improve instead of a race to the bottom that we get when we interfere with this process. So I will leave it there. Thank you. Merci, merci Catherine. On va y aller avec Blandine et après ça, on va ouvrir à tout le monde pour des questions et commentaires. Peut-être pour rebondir ou alors compléter un peu ce que viennent de dire mes copanélistes. Je remarque que c'est où placer la lentille qui a été la chose la plus difficile dans la recherche que j'ai faite sur les travailleurs mauriciens dans les abattoirs industriels au Québec. Avec un chapeau ressources humaines, où je travaille beaucoup en recherche à l'intersection des relations de travail, c'était très difficile pour moi de ne pas prendre en considération toutes les voix des différents acteurs et de comprendre pourquoi. Donc, je comprends ce que dit Jean-Philippe, je comprends aussi ce que dit Eugénie, je comprends ce que dit Mouloud, et j'entends ce que ma collègue Catherine dit. Mais on dirait que chacun tire son bout, comme on dit au Québec. Et si je reviens à mes données, j'ai commencé cette recherche parce qu'on m'avait rapporté des cas psychosociaux. On m'avait raconté des blessures, on m'a raconté des blessures et puis des problèmes pour se faire indemniser. On m'avait raconté de la violence conjugale. On m'a raconté un cas de féminicide, excusez-moi. Et puis le film a été fait, la recherche a continué. Et plus récemment, donc cette année, on m'écrit, on étant ces travailleurs, pour me rapporter des cas de suicide. Sauf que à chaque fois, donc tout ce que je vous rapporte là comme conséquences psychosociales ne sont jamais associées au travail. C'est « oh, il a été maladroit »,« oh, c'est un cas isolé »,« oh, il avait des problèmes, il était peut-être bipolaire ». Et je m'excuse s'il y a des gens qui ont des relations avec la maladie mentale ici, mais je le mentionne parce que c'était dans les données. Et jamais, qu'est-ce qu'ils font comme travail ou pourquoi est-ce qu'ils ont accepté ce travail d'abord, quand on parle des emplois à bas salaire dans les abattoirs industriels, ou dans le cas des personnes que j'ai observées, tuer pour certains 4000 cochons dans un chiffre de 8 heures. Et donc le mouvement est répétitif et c'est ça, et ça me fait craquer le bras moi-même. Alors imaginez si vous le faites, vous craquer un bon nombre de fois pendant la journée. Et je suis gauchère en plus.
Et donc, je me suis posé cette question parce que ce sont des journalistes à l'île Maurice qui m'ont posé la question. Comment ça se fait qu'ils prennent ce travail? Malheureusement, la réponse n'est pas ressources humaines. Malheureusement, la réponse est d'ordre moral ou d'ordre postcolonial ou d'ordre on est d'accord parce qu'on va se sacrifier et on veut on veut de la dignité pour nos enfants. Donc d'ailleurs, dans le film, j'ai utilisé certains de ces morceaux, des répliques des travailleurs. Je suis venu ici pour l'avenir de mes enfants. L'immigration a un prix. Jamais le travail. Donc là, il fallait que je leur demande, je ne suis pas ergonome, mais j'arrêtais pas de leur demander, mais raconte-moi le travail, raconte-moi le travail. Le travail était un moyen pour une autre vie, un peu par rapport à ce que tu disais pour les Colombiens. Et donc, moi, je me dis, en tant que chercheuse en ressources humaines, il faudrait peut-être se poser des questions par rapport au travail comme activité. Et ça, je l'ai beaucoup appris de collègues ergonomes. C'est quoi exactement qu'ils font? Comment ça se fait qu'ils soient d'accord de se sacrifier pour faire ce travail, pour atteindre quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec le travail? Pendant ce temps, les autres acteurs, eux, ils luttent. Par exemple, les syndicats pour préserver les emplois, donc l'acceptation pour certains syndicats que les travailleurs migrants viennent, c'est pour préserver les emplois de la majorité d'abord. Donc, ne vous en allez pas. C'est la même chose pour le gouvernement. On veut préserver notre économie québécoise et canadienne. On veut que les employeurs ne s'en aillent pas. Ou encore, par rapport au gouvernement, on se dit, mais la réunification familiale, par exemple, on n'est pas capable parce qu'il y a des conventions de l'OIT qu'on n'a pas signées pour aménager justement certains aspects pour faciliter l'avenue. Si le Canada, le gouvernement fédéral, signe ces conventions avec l'ONU au sujet de certains accommodements à faire pour les familles, il va falloir qu'il les fasse pour les travailleurs migrants aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses qui marchent et en fait, on oublie qu'en fait, le travail, certains emplois dont on parle sont des emplois qui n'apportent pas la dignité voulue aux travailleurs. Donc, je vais finir par une phrase, je vais dire que la pénurie de main-d'œuvre dont on parle au Québec est relative. Je ne sais pas si mon collègue Patrice va être d'accord avec moi. Il n'y a pas toujours de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a des sales boulots. Merci, Blandine. Merci. Donc, on a maintenant pas mal de temps pour les questions. Les questions, commentaires. On va prendre plusieurs questions, plusieurs commentaires, une première vague. Vous pourrez répondre. Indiquez, s'il vous plaît, veuillez vous identifier. Veuillez aussi indiquer si ça s'adresse à tout le monde ou si ça s'adresse à quelqu'un en particulier, y compris Catherine. Donc, on va y aller avec... Oui, monsieur. Oh, voilà. Donc, mon nom est Renaud Simard. J'avais une question pour Mme Despatie-Pelletier. Vous avez brièvement mentionné les déportations en cas de blessure au travail. Présentement, c'est quoi la proportion des TET à permis fermé blessés qui sont déportés? Parce que cette année-ci, le gouvernement a ouvert le secteur de la construction au TET temporaire, soit l'un des secteurs où est-ce qu'il y a le plus de blessés et de morts au travail, proportionnellement au Québec. Est-ce que ça risque de devenir un problème d'ampleur? On n'a pas de... OK. Parfait. On va continuer. Oui, madame. Pardon? On va commencer avec qui, finalement? Je sais pas. Allez-y. Alors, bonjour. Oui, Luc Vachon, je suis à la direction de la CSD, donc une centrale syndicale. Mes interventions s'adressent un peu à tout le monde, puis je vais commencer en disant quand même félicitations, M. Brunet, pareil, d'avoir accepté parce que forcément ici, vous n'êtes pas entouré de vos proches habituels. Mais ceci dit, je pense que ce que vous soulevez comme étant au niveau de l'inspection, comme étant quelque chose qui devrait être haussé, tout ça, j'ai l'impression qu'on poursuit quand on fait ça, on poursuit, on accentue la problématique encore
un petit peu plus. On prend le problème par le mauvais bout. Partout où on est obligé de mettre des inspections en fin de course, c'est parce qu'on sait qu'il y a des erreurs dans le parcours et qu'on ne les corrige pas. Alors, plus on met d'inspections, c'est comme si on accepte qu'il va y avoir plus d'erreurs dans le parcours ou il y a quelque chose qui est un peu contradictoire avec l'idée. Ceci dit, mais je comprends là. Je comprends que ça peut être une voie. Ceci dit, la situation dans laquelle on est, c'est que les travailleurs étrangers temporaires ou migrants temporaires, c'est devenu la voie de contournement pour avoir de la main-d'œuvre facile, de la main-d'œuvre malléable, de la main-d'œuvre accessible. Et ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas cautionner ça comme ça longtemps. OK? Alors, on arrive au constat qu'il y a un repositionnement à faire comme société au départ. Alors oui, il y a des voies de passage qui ont été soulevées, qui ont été amenées. Puis nous, on s'inscrit dans le permis ouvert. Puis je termine, Patrice, rapidement pour laisser la place. Mais moi, là, quand on est dans nos groupes, là, puis qu'on a 200 employés, puis qu'il y a 30 travailleurs étrangers temporaires à permis fermé, il y a 170 personnes autour avec des permis ouverts, puis ils ne voyagent pas 2 semaines pour se trouver une job ailleurs. Ils restent là. Ils travaillent là. Qu'est-ce qui va faire que si les travailleurs étrangers temporaires qui ont des bonnes conditions, qui vont être bien plus reconnaissants encore que les travailleurs québécois de l'opportunité qu'ils ont de travailler dans une entreprise puis d'améliorer, entre guillemets, les conditions de vie par rapport à d'où ils viennent, pourquoi ils vont se mettre à courir après des jobs différentes à toutes les 2 semaines? Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Alors, je pense que... Ben voilà, vous comprenez, Laurent? Oui, merci beaucoup à vous 5 pour la présentation. Je m'appelle Isabelle Roberge-Maltais, je suis étudiante de doctorat à HEC Montréal. J'ai 2 questions. La première, c'est pour Mouloud. En fait, je me demandais, parce que la majorité, je crois, des travailleurs migrants ne sont pas syndiqués pour diverses raisons. Et lorsque j'avais eu une conversation avec un autre membre de la FTQ, on m'avait fait peur il y a quelques années que ça créait quand même une dissension là, entre les personnes qui étaient membres, le fait que la FTQ se porte défendeuse là, de la cause en fait des travailleurs migrants. Donc, je me demandais si ça avait évolué. Là. Ça date quand même d'il y a peut-être 2-3 ans. Donc, je serais intéressée de savoir comment c'est reçu par les membres qui œuvrent au sein des différentes entreprises, le fait que la FTQ défende cette cause-là. Puis la deuxième question, c'est pour M. Brunet. Je ne connaissais pas, en fait, votre firme, donc je suis allée voir ce que c'était pendant que vous parliez. Constatant que c'est une firme, en fait, qui accompagne les entreprises. Donc, je comprends que, sans vouloir avoir un parti pris, certainement que vous en avez un, puis c'est tout à fait normal. Je me... Mais ma question, en fait, c'est de savoir, parce que vous, sur votre site web, vous notez en fait que vous accompagnez les entreprises en agissant comme intermédiaire entre les travailleurs et les entreprises. Donc, je me demandais quel niveau d'imputabilité vous vous mettez à savoir dans quelles conditions le travailleur a été recruté et dans quel contexte est-ce que j'envoie le travailleur? Est-ce que vous vous intéressez plus en profondeur sur les conditions de travail offertes par l'entreprise, puis comment le travailleur a été recruté? Est-ce qu'il a déboursé des montants astronomiques aux enchères, comme l'a mentionné Eugénie, pour avoir un permis? Est-ce que c'est des choses que vous regardez, en fait? Puis une fois que le dossier est clos, est-ce que vous vous assurez des suivis avec ces entreprises-là ou non? Donc, je m'intéressais en fait au contexte dans lequel vous travaillez. Voilà, merci. Merci Isabelle. Il y a 3 autres questions, mais on va y aller tout de suite, là, peut-être avec des réponses. Là. Les autres, je ne vous oublie pas. Là. Mais on va y aller avec des réponses parce que là, si vous voulez répondre, vous rappelez des questions aussi. Mouloud me passe le relais que j'ai demandé. En fait, je vais juste faire une... Merci. Juste faire une petite précision par rapport à ta question, Isabelle. La loi 8 du Québec ne protège pas suffisamment certains travailleurs agricoles saisonniers en ce moment.
Eugénie, tu peux peut-être me corriger par rapport à ça. Et ça, c'est problématique. Donc, moi, j'ai observé des travailleurs qui étaient syndiqués. Ils ont les mêmes droits en termes de syndicalisation. Ils cotisent, etc. Donc, dans l'industrie agroalimentaire. Mais les saisonniers, puisqu'ils ne sont pas permanents, ne sont pas forcément couverts correctement et n'ont pas les mêmes droits en lien avec le Code du travail québécois. Et c'est de même pour, je me souviens plus quelle loi que c'est pour le niveau fédéral. Il y a une loi correspondante dans le... Chaque province est différente par rapport à ça. Non, mais je ne veux pas élaborer, là, mais il y a certaines provinces, je pense qu'au Manitoba, les travailleurs agricoles et de ferme peuvent se syndiquer, Colombie-Britannique aussi, mais pas en Ontario, au Québec, c'est ça. C'est tous ceux, en fait, toutes les entreprises agricoles qui ferment à Noël. Là, les unités syndicales ne sont pas possibles, mais dans le cas des serres, là, c'est possible de syndiquer. Et il y a de plus en plus de travailleurs dans les syndicats, en fait, qui débarquent en milieu syndiqué. Donc là, on est vraiment, c'est assez fulgurant depuis 2-3 ans. Ils ont un droit d'association selon la bonne foi de l'employeur, mais cette association n'est pas un syndicat. Cette association ne peut pas négocier une convention collective. Donc, ça ne fonctionne pas. Voilà. Oui. Moi, je vais juste répondre. Moi, je suis nouveau dans le milieu. Je suis là depuis 4 mois. J'ai été engagé par les métallos. En fait, c'est parce qu'un de leurs objectifs, c'est de recenser la présence des travailleurs migrants dans leurs unités de travail, les métallos. Donc, nos unités de travail, il faudrait que je dise, parce que je fais partie de l'équipe. Et je fais des visites d'usine depuis le mois de juillet. C'est vraiment difficile d'accéder aux travailleurs migrants. D'une part, bon, là, on est enregistré. C'est pas tous les permanents syndicaux qui ont un portrait juste de la présence des travailleurs migrants, même dans les lieux où est-ce qu'ils donnent du service. Donc, j'impulse quelque chose là. Et ensuite, quand il s'agit d'aller auprès de ressources humaines pour savoir quelle est la proportion de ces travailleurs migrants, d'où ils viennent, sous quel permis, les employeurs ne sont pas toujours enclins à donner cette information. Donc, bon, l'enjeu syndical ici, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau strict de la convention collective, c'est de faire de cette question-là, de la traçabilité, de la documentation, de l'enjeu du recrutement, un enjeu de négociation syndicale, tout simplement. Donc, c'est la question des clauses et tout ce que vous voulez, là. Donc, mais oui, ça fait partie des défis. C'est l'un des défis principaux, la transparence dans ce qui est de l'accès. Puis, il y a des entreprises où c'est une très grande partie. Il y a des entreprises où c'est la majorité des employés syndiqués. J'ai fait des visites d'usine. Il y a des entreprises où la majorité des travailleurs à statut temporaire ne sont pas des travailleurs temporaires, sont des demandeurs d'asile. Il y a toutes sortes d'affaires. J'ai vu des entreprises à Val-d'Or, par exemple, où la majorité des gens qui travaillaient dans une entreprise qui s'appelle ALS, qui est liée à l'industrie minière, c'est une filière, c'est tous des demandeurs d'asile. Bon, après ça, et la représentante syndicale, quand on a fait le travail auprès de la présidente de l'unité, la présidente d'unité apprenait à la personne responsable du bureau régional que c'était des travailleurs d'asile. Bon, bien entendu, ils sont à permis ouvert, ceux-là. Ils ne sont pas à permis fermé. Même si le statut de ceux qui ont un permis ouvert, il est encore plus précaire que ceux qui ont un permis fermé. Vous voyez ce que je veux dire là, les deux concepts de Sandro Mesadra, la multiplication et division. Lisez le travail de Sandro, que Mustapha Hilaoui connaît très bien. Je recommande également son travail. Ça s'appelle Border as a Method, la frontière comme méthode, mais là, la frontière au sens vraiment statutaire. Donc, c'est tout ça le défi syndical. Je suis censé accoucher d'un guide des bonnes pratiques syndicales. C'est le travail fondamental. Et pour les métallos, c'est un syndicat du secteur privé. C'est dans le secteur privé peut-être que la nécessité du travail syndical est encore plus importante. Il y a l'enjeu du recrutement, de la syndicalisation. C'est tout un chantier là que vous ouvrez par votre question qui est très intéressante. Merci Mouloud. Il y avait aussi une question. Oui, Jean-Philippe pour intervenir, mais il y avait aussi une question, monsieur, sur les gens qui étaient. Alors rapidement sur la question des déportations, spécifiquement des accidents de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les employeurs qui ont un accidenté, alors Catherine a parlé de la pointe de l'iceberg en termes de violation de droit. Les accidentés, c'est notre pointe de l'iceberg. C'est ceux, en fait, qui ont
tout perdu, ont tout à perdre, en fait, s'ils ne parlent pas, font pas une plainte. Et en fait, dans un monde idéal, ils sont entourés soit par des groupes communautaires, soit par des syndicats. Alors, les accidents, dans le cas, les employeurs, en général, ne vont pas nécessairement aller porter l'accidenté jusqu'à l'avion pour le déporter. C'est une pratique qui a lieu depuis 60 ans dans le secteur agricole spécifiquement, parce que le secteur agricole, c'est un cadre sectoriel et régional. Le permis, ça fait en sorte que l'agence a un rôle incroyable. Et dans le cas de la construction, ce n'est pas encore un permis sectoriel. Alors, il n'y a pas une agence qui contrôle le placement dans tout le secteur et qui ferait honnêtement à partir de là des belles déportations dès qu'il y a des accidentés potentiellement. Mais pour le moment, c'est chaque employeur qui est pogné avec son accidenté. Et là, ces pratiques-là donc ne sont pas généralisées. Et dans le meilleur des cas, ils ont peut-être accès à quelque chose d'ici, puis un soutien, j'espère, d'un syndicat quelconque qui fait en sorte qu'il peut-être qu'il y aura une compensation. Mais les pratiques, donc, de déportation automatique des accidentés puis des malades, ça, c'est plus quand il y a des agences de recrutement, placement international qui ont les coudées assez franches et longues pour facilement organiser et aussi promettre aux travailleurs que s'il s'en va là-bas faire sa réadaptation, il va peut-être pouvoir être responsorisé l'année suivante. Il y a aussi toute une culture du rapatriement prématuré avant la fin du contrat pour les malades et les accidentés qui s'explique par une promesse là, de ne pas être blacklisté. Merci. Oui, juste une dernière chose par rapport au permis ouvert puis au fait que justement, c'est pas parce que moi, je pense que c'est clair que les sales boulots au Québec, tu sais, là, en ce moment, tout ce qui est dangereux et pas intéressant, ramasser 36 000 poulets en 6 heures à chaque jour. En ce moment, c'est fait donc par du travail forcé, par des personnes qui sont captives dans leur emploi. Puis on trouve ça merveilleux au Canada de pouvoir mettre du monde là-dedans qui sont pognés avec leur job, souvent pas intéressantes. Des fois, c'est même des belles jobs, mais c'est du 24 heures sur 24, puis ils sont de garde tout le temps, puis ils n'ont pas de vacances, puis ils n'ont pas de break, même s'ils sont hautement qualifiés. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, en fait, on n'a pas le choix de revenir à une question là, ça prend des incitatifs. Si on veut envoyer du monde laver des toilettes, honnêtement, dans le nord du Québec, bien, il faut les payer plus, là. C'est quoi cette histoire de trouver des travailleurs puis d'envoyer du travail forcé, que ce soit à Val-d'Or, faire une job qu'il n'y a peut-être pas de monde? Mais, OK, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit mieux payé. Il faut peut-être qu'il y ait de l'accès à la propriété, des meilleures assurances. Je ne sais pas, mais il faut que le gouvernement crée un système d'incitatif. On veut du monde dans le système agricole, dans le secteur agricole. Bien, il faut rendre ça attrayant pour les Québécois, mais aussi pour les travailleurs migrants. Il faut que ça devienne intéressant d'aller travailler là. Puis oui, ça veut probablement dire changer la partie des shifts puis des breaks, là. Mais il y a une partie pour moi, il ne peut pas y avoir un système de permis de travail ouvert sans un système gouvernemental d'incitatifs vers les emplois essentiels, mais qui sont dangereux et ou pas intéressants. Ça prend des gros bonus. Il faut que c'est l'offre et la demande. Si personne ne veut y aller, ben, il faut payer 3 fois plus. Puis je pense que comme société, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on veut de l'esclavage ou on veut au contraire un libre, ben, c'est ça, l'offre et la demande. Ça veut dire qu'on paye plus pour les emplois dangereux et plates. Merci, Eugénie. Jean-Philippe, tu as à peu près 1 minute, puis on va reprendre des questions bien vite si c'est des tout petites questions. Bon, déporté. Quand quelqu'un a un permis de travail au Canada en vertu de la législation canadienne, l'individu qui perd sa job a le droit de rester au Canada jusqu'à la fin de son permis de travail. Il n'a pas le droit de travailler pour un autre employeur. Effectivement, ça revient à la question de tantôt. Donc, les individus ne sont pas déportés. En fait, à l'heure actuelle, le gouvernement canadien a une équipe minuscule d'investigation et renvoi et qui fait en sorte qu'il y a très peu, en tout cas dans le domaine dans lequel je travaille, de déportation. Moi, je n'ai pas eu en 29 ans un employeur qui a accompagné son employé en lui disant « sac ton camp du Canada ». Deuxième élément, police. Bien, c'est plate, mais tu sais, dans le Far West, là, quand on était, mettons, dans un État comme je sais pas, le centre du Canada, quand on était en train de pousser vers l'Ouest, l'état de droit a été mis en place et on a mis des gardiens du droit, police, shérif et autres, pour pouvoir venir aider parce que it was getting out of control. Les enquêtes à l'heure actuelle n'ont pas de mordant et croyez-moi, pour connaître des employeurs qui, à l'heure actuelle, se font enquêter, mais qui n'ont pas de non-conformité. Beaucoup d'employeurs qui se voient enquêter vont faire 4 fois plus attention. Donc, je pense que vous n'avez pas tort.
je vous demanderais juste d'avoir une ouverture d'esprit à l'effet que là, tous ceux qui sont ici, là, à l'heure actuelle, là, c'est quoi? On ne fait rien, on va changer, ils vont tous avoir des permis de travail verts, mais on n'enquêtera plus. Il faut qu'on... Non, mais c'est à cause de ça. Gardons l'esprit ouvert. Sinon, conformité. Dans le cadre du recrutement qu'on fait avec nos clients, quand on représente des entreprises, mes obligations déontologiques à titre d'avocat requièrent que je détermine qui est l'employeur, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis c'est clair, sans aucun doute, que tous les travailleurs qu'on assiste dans le cadre de leur demande de permis de travail, on leur demande toute la question à savoir si, ils ont payé pour le permis de travail. Donc, moi, je ne participe pas à ça. De toute façon, c'est illégal en vertu de la loi canadienne. Point. Je dirais même plus loin, on leur rappelle le fait qu'au niveau des frais gouvernementaux, il n'y a à peu près plus aucun frais gouvernementaux que l'employeur peut directement ou indirectement demander aux travailleurs. Troisième élément, au moment où ils arrivent au Canada, on leur donne, c'est une obligation légale de leur donner le pamphlet de leurs droits à titre de travailleur étranger temporaire au Canada. Puis ça, nous autres, on s'en fait une obligation. On l'envoie au travailleur, on l'envoie à l'employeur à titre de reminder. Merci. OK. Merci. Là, ça va prendre des questions disciplinées. J'ai vu des gens. Donc, allons-y. Je vais essayer d'être très disciplinée. Denise Gagnon, j'ai milité pendant plusieurs années aux affaires internationales à la FTQ. Maintenant, je suis bénévole depuis 5-6 ans là, auprès des travailleurs étrangers qui travaillent dans les fermes et dans l'industrie de la transformation alimentaire. Moi, je veux bien qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, là, mais il faudrait peut-être que l'eau du bain soit moins bouillante. Ce serait un peu mon message. Et ma question, ça serait la suivante. Est-ce qu'on a analysé, je ne sais pas, au niveau des recherches aussi, toute la question, un peu comme Sid Ahmed Soussi le fait, de l'impact de ces programmes-là qui fragilisent la main-d'œuvre, mais qui ont un impact sur l'ensemble de la main-d'œuvre québécoise aussi, en termes de pression à la baisse sur les conditions de travail? Est-ce que c'est des sujets pour lesquels vous êtes intéressés? Ma question concerne particulièrement les inspecteurs et les inspections, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il manquait un peu de punch ou de mordre, voilà le mot, de mordre. J'ai appris le québécois aussi, de mordre. Hein? Donc, pourquoi ils n'ont pas ce mordre? Est-ce qu'ils n'ont pas été formés pour avoir ce mordre ou parce qu'ils n'ont pas le pouvoir pour avoir ce mordre? Et pourquoi ils n'ont pas ce pouvoir pour avoir ce mordre? Le manque de mordant. Vas-y, une autre question? Je vais. Dans le fond, Philippe Lapointe, FTQ Construction, et ça fait plus que depuis cette année qu'on a des travailleurs migrants temporaires. Dans le fond, nous, ce qu'on remarque, c'est d'abord et avant tout une grande concentration dans des métiers, les métiers les plus dangereux, par exemple couvreurs, couvreuses, et dans la désamiantisation des buildings publics. Puis une des raisons pour qu'on les voit dans la désamiantisation des buildings publics, c'est principalement parce que les employeurs savent que ça prend 15 à 20 ans avant de détecter la contamination à l'amiante, ce qui fait que les gens sont rendus extrêmement loin lorsque vient le temps d'avoir les services publics. L'autre chose qu'on voit, je suis responsable de l'accès aux personnes racisées, autochtones et réfugiés dans l'industrie de la construction. J'ai des employeurs qui refusent systématiquement d'embaucher de la main-d'œuvre locale, mais racisée, ou locale, avec un statut réfugié, mais qui, dans l'année après, on voit qu'ils ont embauché une cohorte de personnes qui sont issues des travailleurs migrants temporaires. Fait que nous, ce qu'on voit, puis j'adore votre question que vous posez, Madame Emilien, puis j'aimerais aller là-dessus, sur la nature du travail, puis sur le fait qu'on est vraiment en train de coloniser certains secteurs de la construction à des aspects où est-ce que, ce que l'on remarque, c'est que c'est punissable par une amende, ça veut dire que c'est rendu légal pour un prix. Hi, everyone. My name is Gabriel. I came to Canada as a migrant farm worker. I want to say in a session like that, we should have 10 hours for that session. I love when the politicians say from coast to coast to coast, the whole country is covered. The politicians, they like to say a Canadian is a Canadian is a Canadian. That's complete. But they can never say a worker is a worker is a worker. And what I find strange in Canada, we have a culture of silence. We say nothing. And the unions that should be fighting to make sure that every worker is unionized, work with better conditions, I find that we are very quiet. And
generally, I find Quebecers fight for freedom, and I find that you'll lead the country, but I still find that we are too quiet. So I'm happy that this session is happening here today. But the government have nice words. This is low wage category, low skill category. So we accept that. How can food, an essential thing like food, be low wage? The politicians say migrant workers are essential, but yet still look at the policies, they are undervalued. And we are accepting that, we are tolerating it. Our silence, who does our silence support? The government, the system, or unjust working conditions? Who does our silence really support? So wake up today and fight for a better world. Thank you. Deux dernières interventions. Puis c'est à vous par la suite. Bonjour, alors je m'appelle Lydie Coblin-Personne, je suis au doctorat à l'Université Laval. Est-ce que vous entendez? Alors en fait, moi je voulais questionner l'aspect historique. Quand vous faites l'analyse de l'aspect historique et de la dimension géopolitique pour parler de l'origine des travailleurs, quelle analyse vous faites en fait? Est-ce que c'est une ségrégation raciale, professionnelle? Qu'est-ce qui se passe en fait? Merci. Une dernière question et vous allez avoir le mot de la fin. C'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. Mon nom c'est Noé Arteaga, ex-travailleur temporaire. Moi, je suis venu au Canada en 2008 dans le programme de travailleurs. Maintenant, je suis citoyen, mais c'était vraiment une longue histoire. Mais quand on voit que ça, c'est une question de business, parce qu'on peut parler de ça, c'est de l'argent. Parce que maintenant, à Guatemala, je viens, quand je suis venu, c'était l'Organisation internationale pour l'immigration, la OIM, de la ONU. Maintenant, parce qu'avec mon cas et avec d'autres cas, ils ont vu que la OIM ne pourrait pas gérer ça. Ils ont les mis dans le secteur privé. Maintenant, il y a plusieurs agences de placement qui envoient des Guatémaltèques ici, surtout à Québec et dans les autres provinces. Mais quand on voit que ça, ce n'est pas une question qu'on peut juste pas parler de cas comme les messieurs, d'amener des personnes, même dans le cas qu'il a amené les messieurs colombiens, c'était une personne qui avait l'argent parce qu'il avait un car blindé dans un pays pauvre, où les personnes ne sont pas des accès. Alors, c'est pas tout le monde, les personnes qui sont pauvres, ont l'accès à cette kind de migration, à ce processus. Alors, c'est pourquoi les travailleurs ne parlent pas dans les cas d'accident. Même quand dans les hôpitaux, les employeurs les amènent. Les personnes ne parlent pas le français. L'employeur dit n'importe quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le travail. Et après, même l'employeur le dit au docteur, lui, il voulait se récupérer à Guatemala. Même pas suivre sa récupération ici. Alors, tous ces cas, pour moi, ça, c'est pas vraiment de la déportation, mais c'est quelque chose, même avec les appuis des consulats guatémaltèques et mexicains, dans tous ces cas, parce qu'ils vont amener plus de travailleurs ici dans ce contexte. Et merci pour le temps. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Vous avez moins 5 minutes. Vous avez à peu près 10 secondes. Alors, on va aller vite. J'aurais peut-être dit plein de choses, mais je vais répondre entre autres à la question de... donc, en fait, la création du travailleur jetable, oui, c'est beaucoup avec la migration chinoise que ça a commencé. Oui, le travailleur sans famille avec les Jamaïcaines, les travailleurs jamaïcains et travailleurs jamaïcaines dans les années 55-66. Il y a la partie du travailleur, donc, non libre. En fait, c'est que tout ça s'est créé, a pu être imposé à 100% dans les mini-régimes parce que c'était du racisme, honnêtement, institutionnel. La beauté de la chose, c'est qu'après ça, on s'est dit, mon Dieu, c'est bien le fun. Genre, ça fonctionne donc bien, ces mondes-là qui sont 24 heures sur 24 disponibles pour nous puis qui font exactement ce qu'on veut. Et là, ça a été donc augmenté et universalisé en 73. Après ça, carrément, l'immigration permanente est passée à travers, a transitionné vers la migration temporaire comme première porte. Et tous les employeurs sont contents. Là. Maintenant, le monde débarque d'abord et avant tout sous permis fermé, avant peut-être à un moment donné là, de transitionner vers... Alors, ce qu'on a créé, c'est
par racisme, on a créé un beau système de travailleurs captifs sans famille temporaire. Et là, on l'a finalement universalisé presque à tous les travailleurs migrants, y compris les immigrants potentiels qu'on veut pour toujours, mais on leur impose quand même là, un début de 2-3 ans un peu pas le fun au Canada, sous permis fermé. Donc, c'est honnêtement, évidemment, ça perpétue aussi dans certaines communautés de la discrimination et de la ségrégation dans certaines occupations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est carrément un système qui a été basé sur du racisme, qui a été universalisé parce que, comme dit Abraham Lincoln, c'est du bonbon pour les employeurs, les travailleurs captifs. Et tu commences une fois, puis après ça, ben, tu ne peux plus arrêter. Merci, Eugénie. Peut-être Catherine, est-ce que tu voudrais intervenir? Quelques secondes. Oui, juste en bref, pour moi, c'est important qu'on n'oublie pas la croissance énorme de ce programme pendant les 5 ans avant. Et it was a poorly managed program already, and then it got bigger. And so they have caught more companies and put them on the blacklist, but it's not because they're more careful in catching them. It's because there are so many more companies doing these things. And the government investigators are very under-resourced. And on top of that, they've been told that in order to meet their workload, they need to cut corners and not investigate. And so what we are left with are people who are not protected, and there's no oversight, and the program is still very, very large. Mot de la fin, quelqu'un qui voudrait intervenir sur le... Je voudrais juste dire un mot par rapport à la question qui a été posée par la dame et qui me touche beaucoup parce que ça rejoint des réflexions que j'avais dans une autre vie. C'est clair qu'il y a une corrélation entre la situation de précarité que vivent certaines catégories de personnes et, pour le dire dans les mots d'Abdelmalek Sayad, le poids des origines. C'est-à-dire que ces travailleurs-là viennent de parties dominées du monde. Ils viennent de régions qui ne pèsent pas géopolitiquement, donc il n'y a pas un effet de retour des pays d'origine qui peut agir géopolitiquement sur les pays de destination. La même chose avec la Convention internationale sur les droits des migrants, elle n'est signée que par les pays d'origine des migrants. Elle n'est pas signée par les pays de destination. J'ai entendu récemment une entrevue d'Achille Mbembe, qui est l'un des plus brillants intellectuels africains, qui commentait l'affaire d'Eric Chauvin quand il s'est fait par le policier noir. Il a dit tant et aussi longtemps que le continent africain ne sera pas uni, la population afrodescendante à travers le monde sera vulnérable. Donc il y a une corrélation, si vous voulez, entre l'ère géopolitique. C'est une communauté d'expérience, c'est-à-dire le lieu d'où sont originaires ces travailleurs. Si ces sphères-là sont géopolitiquement pesantes, d'une part, ils ne viendront pas. L'Afrique est un réservoir, c'est le continent de l'avenir. La majorité des jeunes dans le monde sont africaines. Donc, il y a énormément... ce que j'essaie de dire tout simplement, c'est que tant et aussi longtemps que géopolitiquement l'Afrique ne s'organisera pas, je ne pense pas que les populations africaines seront bien traitées à travers le monde. Donc, c'est un projet politique, ça remonte aux réflexions de Fanon. Mais bon, là, j'outrepasse mon rôle syndical. Là, je livre des réflexions d'ordre personnel. Merci, merci Mouloud. Merci tout le monde d'avoir participé à ce débat. Vous avez pu voir que ce débat peut être un peu passionné parfois. Ce débat comporte aussi, c'est un débat complexe, une question complexe, il y a beaucoup d'enjeux. Ça comporte beaucoup de facettes et j'espère, au nom des panélistes et en mon nom, j'espère que ça a été éclairant pour vous. Et merci encore, merci aux panélistes. Donc, à bientôt.